Vous êtes nombreux à ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci de nous préférer. Voici les titres de cette édition. Conférence de presse de l'amicale des volontaires de l'Église catholique AV4 et le directeur de la communication de la conférence épiscopale ce jeudi 2 novembre 2017. Vous suivrez le point dans cette édition. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a effectivement démarré ce mercredi. Vous suivrez dans cette édition le déroulement des opérations du côté de l'Okosa avec Jonas Bouchi. Les dirigeants de l'Union africaine et de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont au Libéria pour médiation dans le cadre du second tour de la présidentielle. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Madame, Monsieur, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Merci de votre fidélité à Eden TV. Je vous l'annonçais en titre, l'amicale des volontaires de l'Église catholique AV4 et le directeur de la communication de la conférence épiscopale étaient face à la presse ce jeudi à travers une conférence de presse. Objectif, lancer la deuxième édition du Fonds catholique de solidarité, mais aussi de présenter les objectifs de cette deuxième collecte de fonds, à savoir le financement de la construction du laboratoire et du bloc administratif du complexe scolaire Cardinal Bernardin Ganti. Suivez ici un extrait des propos des conférenciers au micro de Antoinette Sagbo et Damien Pedro. La mobilisation du Fonds catholique de solidarité édition 2017 permettra de financer globalement les objectifs et fins de l'Église que sont l'organisation du culte public, le déploiement des œuvres d'apostolat, l'intensification particulière des actions caritatives et sociales. Ce que je dis là semble générique, mais de façon spécifique. Cette édition 2017 servira à deux choses essentielles. La première, financer la construction du laboratoire et du bloc administratif du complexe scolaire catholique Cardinal Bernardin Ganti d'Aglan-Gandan. C'est un établissement créé par la conférence épiscopale du Bénin pour relever les défis de la formation des nouvelles générations. Donc cet établissement est à Aglan-Gandan. La réhabilitation des infrastructures défectueuses du séminaire Notre-Dame de Fatima de Parakou. Le séminaire, comme vous le savez, est une maison de formation des futurs prêtres. Rappelons ici que le Fonds catholique de solidarité est une collecte annuelle de fonds à l'échelle nationale. Donc ce fonds se veut le fruit des efforts des fidèles du Christ, sans oublier les personnes de bonne volonté qui voudraient contribuer librement et spontanément à la mission de l'Église. Par sa participation libre et spontanée à la collecte de ce fonds, chaque fidèle du Christ se constitue en pierre vivante de la construction du corps du Christ qu'est l'Église. Et nous savons que l'Église, notre mère, enseigne qu'il est un devoir sacré pour les fidèles de subvenir aux besoins de l'Église en apportant généreusement leur contribution. L'amicale des volontaires de l'Église catholique AV4, qui a à charge la poursuite de cette activité de collecte de fonds et de l'organisation du Téléthon, je voudrais lancer, au nom de nos pères évêques de la conférence épiscopale du Bénin, un appel pressant et joyeux à tous les fidèles du Christ, aux croyants, à toute personne de bonne volonté, afin qu'ils s'engagent dans une action solidaire et joviale en faveur d'une vaste mobilisation de collecte de fonds pour le Fonds catholique de solidarité. Poursuivons, chers frères et sœurs, l'accomplissement du bien sans relâche et faisons nôtre le témoignage concret selon lequel
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prévu pour démarrer ce 1er novembre, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a effectivement démarré. L'exemple de l'enrôlement a été donné par le président de la République, Patrice Talon, et son épouse, Claudine Benankpon-Talon, qui se sont prêtés à l'exercice ce mercredi à l'école urbaine Centre de Guincomen. Le point avec Laurent Roland, Tonéikès et Fiacre Voitan. Il sonnait environ 16h30. Nous sommes à l'école urbaine Centre dans la circonscription scolaire de Cotonou-Lagune. Le préfet du littoral Modeste Toboula procède à quelques mises au point avant l'arrivée du chef de l'État Patrice Talon. Ce dernier est annoncé pour se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif à vocation identification de la population RAVIP. D'autres présences se font remarquer. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP et le directeur général de l'INSAE. 16h54. Le cortège présidentiel fit son apparition. Le président de la République, Patrice Talon, est sur les lieux, accompagné de son épouse Claudine Benankpon-Talon. Après quelques salutations, le couple présidentiel prend quelques secondes pour se renseigner. Ensuite, direction les postes de recensement. Le président laissera son épouse passer en premier. Dans un calme total, la première dame, tout en souriant, répond aux questions de l'agent recenseur comme pour le rassurer. Après elle, le président de la République prend siège et c'est dans une ambiance décontractée que tout se fera. Le président, comme à ses habitudes, était minutieux sur les moindres détails. Ils se dirigeront ensuite vers le second opérateur pour la finalisation. Ici aussi, le président de la République ne laisse aucun détail lui échapper. Dans un jeu de questions-réponses, il s'assure que tout y est. 17h40, le couple présidentiel venait donc de se faire enrôler pour le RAVIP. Un exemple à suivre, donc par tous les citoyens. Merci bien. Félicitations. Vous nous félicitez aussi, non? Après l'enrôlement du président de la République, certains acteurs du RAVIP se sont prononcés en donnant leur impression au micro de Laurent Roland Tonéikès. Suivez plutôt. La première leçon qu'il faut retenir, c'est que le Bénin est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, en voulant se doter d'un registre national de population. Et cette histoire désormais est faite de rigueur, de transparence, puisque le premier citoyen des Béninois vient de donner l'exemple en sortant déjà dès le premier jour pour se faire recenser. C'est le lieu d'appeler nos concitoyens à suivre cet exemple. Deuxième exemple est que la transparence. C'est ce jour même que le premier d'entre nous vient découvrir même le formulaire et il s'est adonné à cœur joie à l'exercice du début jusqu'à la fin. C'est un exemple à suivre. Et le troisième élément, c'est que le RAVIP a lieu. Le RAVIP est effectif. Et ce, à partir de ce jour, et pour une durée de 6 mois. Enfin, nous allons avoir, chacun d'entre nous, un numéro personnel d'identification. Nous allons avoir, peut-être d'ici quelques mois, une nouvelle carte d'identité électronique et nous allons avoir un registre national de population qui nous servira, qui servira de base pour tous les actes administratifs que nous aurons à accomplir, aussi bien enfants, adultes et vieillards. Et c'est une fierté pour moi. Pourquoi c'est une fierté pour moi? Parce que lui-même il est content de moi, parce que la manière dont je l'ai reçu, j'ai enregistré ces données. Il a vérifié, il a vu que ces données sont conformes. La photo aussi est nette, les empreintes, tout. Il est content de moi. Donc ça a fait une fierté pour moi. Et au finish, il m'a remercié, il dit que vraiment c'est bien. Bon, ça m'a beaucoup réjoui. En général, apprécié l'ambiance. Oui, j'ai aimé l'ambiance. Le président il a été vraiment courtois. Bon, il ne m'a pas stressé. Bon, il ne m'a pas posé des questions pour me stresser. Vraiment, j'ai aimé. Qu'en est-il du démarrage du RAVIP du côté de l'Okossa? C'est une grande mobilisation des populations, nous dira Jonas Boshi au démarrage des opérations. Suivons ici le constat fait par le correspondant du groupe de presse Eden TV, Diaspora FM, Mono Koufo. C'est par un appel solennel aux populations du Mono que le préfet Zinsou Komla Cedro a donné le top pour le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP à l'Okossa.
Une occasion pour le préfet du Mono de revenir sur les raisons qui sous-tendent cette opération. L'exigence de plus en plus accrue de la preuve de l'identité pour bénéficier de certains droits se fait sentir à tous les niveaux. Et dans leurs efforts à répondre à cette exigence civique, les citoyens se heurtent malheureusement à d'autres incongruités administratives. Vous n'êtes pas sans savoir que les tracasseries administratives auxquelles sont soumises les populations à la quête de la carte d'identité, du casier judiciaire ou du passeport deviennent insupportables. C'est donc à la quête de solutions à toutes ces difficultés que le gouvernement de la rupture a initié le RAVIP qui démarre ce mercredi 1er novembre. J'invite la population du Mono à sortir massivement pour se faire enrôler. Après cet appel aux populations, le préfet et les élus locaux de l'Okossa se sont rendus sur les 2 sites d'enrôlement dans la ville pour se faire enregistrer. Tout est cité, le maire de l'Okossa nous livre ses sentiments à la fin de son enregistrement. C'est un sentiment de joie parce qu'il a été dit clairement que la carte là, c'est une carte à tout faire. Aujourd'hui, j'ai fini avec cette formalité où dans quelques mois, j'aurai la carte à tout faire. En plus de quelques ratés d'ordre organisationnel de l'opération, on note à ce premier jour du RAVIP à l'Okossa une lenteur d'enregistrement au niveau des agents recenseurs. Ils sont au début, il y a des codes par quartier, par arrondissement et par commune et par titre, c'est-à-dire ta profession. Donc ça là, c'est maintenant ils sont en train de prendre connaissance de ces codes et je pense que jusqu'à demain, après-demain, pendant une semaine, ils vont prendre la main et ce serait facile. Ce démarrage du RAVIP à l'Okossa a été caractérisé par une forte mobilisation des populations. Mais la crainte, c'est que la nonchalance des agents recenseurs ne brise l'engouement des citoyens. En collaboration avec ses partenaires, notamment le journal Éducation de l'UNESCO, l'Union des professionnels des médias du Bénin commémore ce jeudi 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Les participants sont composés des professionnels des médias, mais aussi des forces de sécurité publique, des professionnels du secteur judiciaire et des membres de la société civile. Au menu de cette commémoration, des conférences, débats et des projections de témoignages de professionnels de la presse sur de faits de crimes contre les journalistes. Aujourd'hui, 2 novembre 2017 est aussi la fête des défunts, le jour où l'on devrait se rendre au cimetière, poser des fleurs sur les tombes et prier pour les défunts. Mais puisque ce jour n'est pas férié, les parents des défunts anticipent pour se rendre au cimetière le 1er novembre, fête de Toussaint. Faut-il attendre chaque 1er ou 2 novembre avant d'entretenir les lieux de repos de ces parents défunts? C'est en tout cas le constat général et c'est justement ce que déplorent dans ce reportage que je vous invite à suivre les gardiens du cimetière municipal de Calavi. La fête des défunts, le 2 novembre, c'est dans quelques jours. Une occasion pour les vivants de se souvenir de leurs parents défunts. Ces défunts sont pour la plupart inhumés dans les cimetières dans nos villes. Mais le constat dans ces cimetières laisse à désirer. Les tombeaux sont laissés dans l'oubli total et c'est souvent à l'approche de la fête des défunts que la mairie ou certaines bonnes volontés font le nettoyage. Et si le Toussaint s'approche, les familles des défunts s'arrivent pour voir que la mairie a déjà sacré la maison. Les familles qui ont arrivé pour le moment maintenant à entretenir le tombeau des parents, c'est la maison de Majesté Roi Agassa. C'est leur famille seule que j'ai déjà trouvée pour le moment. En dehors de ces initiatives pour rendre propre les cimetières, les familles des défunts ne se présentent qu'à quelques jours de la fête des défunts pour faire le nettoyage. Si le Toussaint reste 3 jours, 4 jours maintenant, tu vas commencer par voir les familles des défunts vont commencer par nettoyer, faire de peinture et faire sacrage, nettoyage, tout ça là. Durant toute une année, les parents des défunts ne se soucient point de l'entretien des cimetières. Et c'est ce qui étonne les gardiens de ce cimetière. Normalement, les amis étant les adoptions, ils doivent entretenir pour nous voulu bonouiller. Ils doivent voulu bonouiller. Pour nous avoir, on peut avoir les forêts.
Normalement, quand ils viennent enterrer leurs parents ici, ils doivent entretenir les tombeaux. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Le cimetière est abandonné au point de devenir une forêt. Les gens en parlent et c'est pas bien. Souvent, des femmes viennent nous voir, nous remettre de l'argent pour l'entretien. La mairie le fait aussi. Mais les parents des défunts ne taillent pas d'importance à cela. Parce qu'ils n'aiment pas, les gens n'aiment pas leurs défunts ici. S'ils aiment leurs défunts, le cimetière ne peut pas rester dans une forêt. Parce que sans la mairie, sans les autorités, moi-même ici maintenant je peux sacler à côté de tombe, à côté de la tombe de mon vieux, de mon papa, je peux sacler. Si l'autre la sacre, l'autre là aussi sacre, l'autre là aussi sacre, je vois que la maison sera bien propre. Nous sommes d'accord, sans autorité. Donc les gens qui ont amené leurs défunts ici n'aiment pas leurs défunts. Ceci appelle la responsabilité des uns et des autres. À quoi bon caroler un tombeau et l'enjoliver si cela doit végéter dans la brousse? C'est également ce 2 novembre que s'est tenu le premier conseil des ministres depuis le premier remaniement ministériel effectué par le chef du gouvernement béninois Patrice Talon le vendredi 27 octobre 2017. Mais quelle analyse peut-on faire de la nouvelle configuration du gouvernement de Patrice Talon? Vous suivrez à ce propos le docteur Nathanaël Kitty, enseignant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, et notre confrère Marcel Zoumenou de la Nouvelle Tribune. C'est la sortie du ministre Ruiton et du ministre Koupaki. L'un a été immédiatement récupéré au poste de secrétaire général avec le protocole et les avantages liés à celui de ministre d'État. En tout cas, on n'a pas d'éléments matériels qui puissent nous permettre aujourd'hui d'expliquer la sortie du ministre Lazare Seruito. De loin, je vois un ministre qui a fait de son mieux pour Fioda. Par contre, on a vu quand même qu'il y a d'autres ministres qu'on pouvait faire sortir et qui sont maintenus. Patrice Talon a décidé de faire confiance à des gens qu'il connaît, pas forcément des gens que les partis lui ont proposés, mais des gens qu'il connaît dans les partis et qui lui sont favorables. Les entrées dont il est question sont des entrées maigres. Ils ne sont pas appelés à diriger un ministère de souveraineté. La plupart des ministères de souveraineté sont détenus par le camp de la rupture initiale. Non, moi je vois plutôt Madame Bintou comme étant représentant de l'Union fait la nation, qui a une grande coalition, que de celui du PSD. Les protagonistes sont en cours sont en procès. Donc il a été prudent. On constate qu'il y a l'absence de la RB. Bon, pour le cas de la RB, cela se comprend aussi, étant donné que les deux camps sont en procès et que le procès n'a pas encore un dénouement. J'ai constaté que le chef d'État a renforcé sa position dans le septentrion. Cette fois-ci, on note l'entrée de 3 ministres qui s'ajoutent aux 4 qu'on avait, ça fait 7 ministres. Les nouveaux ministres qui sont venus renforcer les positions dans certaines circonscriptions où le chef d'État suppose qu'il aurait des problèmes dans les mois ou bien les années à venir. Je parle de la 8e circonscription avec l'arrivée de Sam Adambi. Vous savez que la 8e circonscription, c'est la circonscription de Parakou, où on entend parler du retour de l'ancien président Boniaï. Et il y a également d'autres députés qui renforcent les circonscriptions de Malanville, et il y a également un autre ministre qui vient renforcer la circonscription de Natitengou. Et donc, il y a un souci d'être beaucoup plus influent dans le septentrion. Le deuxième chose là qui se dégage, c'est le retrait de tous les ministres qui ont été proposés par Sébastien Diabon. Cela se comprend aisément du moment où il est en contradiction flagrante avec le chef de l'État, du moment où il y a déjà depuis plus d'1 an la rupture dans la rupture, il va sans dire qu'au remaniement, ces ministres sortent. Moi, je pense que ce qu'il faut saluer peut-être dans la formation de ce gouvernement, c'est d'avoir réussi à augmenter le nombre de femmes
et d'avoir réussi aussi à faire confiance à la jeunesse. Au lendemain de l'avènement des téléphones Android, les cybercentres dans leur majorité ont fermé boutique. Les autres qui subsistent font encore face à la réduction de leur chiffre d'affaires. Mais c'est déjà là un exploit que des XC encore. Comment ont-ils fait pour y parvenir? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Serron. Un jour, on peut au moins voir au moins 10 clients. Voir ce nombre dans un cybercentre après l'avènement des téléphones Android et smartphones est un réel luxe. D'ailleurs, il faut avoir survécu à cet assaut. Beaucoup ont mis les clés sous la porte. Ici, à l'arrêt Vive à Cotonou, ce cyber fait donc son show. Il a le monopole. C'est le seul cyber qui se trouve dans la zone. Et si ce cyber existe encore, c'est parce que la formule a été bien trouvée. Il est niché dans un restaurant. Il y en a qui viennent en naviguant, demandent café, espresso. D'autres demandent shawarma, pizza. D'autres, et après avoir navigué, il y a leurs amis qui viennent les voir et ils se déplacent là pour aller manger. Appâter les clients avec le confort pour survivre face à la concurrence des smartphones ne suffit pas. Ici, nous avons une connexion au haut débit et même le disent souvent. Ici, le tarif, c'est à 500 l'heure. D'autres personnes disent que c'est cher. Bon, lorsqu'ils se mettent à travailler, ils trouvent que la connexion est bonne. Bon, c'est bon, ils ne disent plus rien. Et ça marche. Certains clients s'abonnent, comme Fortuné, très régulier dans ce cyber depuis 5 ans. Et bien que j'ai un téléphone portable qui me permet de naviguer, de télécharger des documents et tout, il est plus aisé pour moi de travailler au cybercafé parce qu'au cyber, j'ai un débit plus intéressant. J'ai un peu plus d'aisance à travailler, à télécharger, à faire des recherches. Étant consultant, je fais beaucoup de recherches, je conçois beaucoup de documents et j'ai beaucoup de correspondants à la fois. Alors que si, avec mon téléphone, il me faut activer un forfait et ça s'épuise très rapidement, le résultat n'est pas aussi intéressant que quand on vient au cybercafé. Ça fait quand même plus de 3 ans que j'ai une clé de connexion. Je me connecte à la maison. Je travaille tard la nuit et tôt le matin, donc avec ma clé, je peux travailler. Mais quand je veux télécharger beaucoup de documents et autres, je m'oblige j'ai pas le choix que de venir au cyber. J'ai même aussi une connexion au bureau, mais ça flotte. Nous continuons notre tournée dans les cybercentres de Cotonou. Ici, à la cité Ouiho, ce cyber frappé par la tendance des téléphones Android a dû casser ses prix pour maintenir la moitié de sa clientèle. Depuis 3 ans que je suis ici, je veux dire que l'affluence a complètement chuté. Ce n'est plus comme avant. En temps, si nous avions moins 10 personnes, mais aujourd'hui maintenant on peut dire qu'on a chuté jusqu'à 5 personnes. On ne vient plus, on est dû de diminuer encore le prix pour avoir un peu de choses là. C'est ce qu'on a dû faire. Une réforme qui a permis à ce cyber de ne pas fermer avec des clients qui ont eux aussi bien besoin de cet espace de travail pour des raisons professionnelles. Vous pouvez vouloir imprimer un document. Par exemple, moi je suis venu imprimer un billet d'avion sur Dubaï. Donc ce que vous ne pouvez pas faire sur votre smartphone, à moins que vous ayez une imprimante à la maison avec un câble, vous pouvez le faire. Secondo, il y a la qualité de la connexion qui est offerte par nos réseaux GSM. C'est de n'importe quoi. Vous activez le forfait, vous êtes là, tantôt ça vient la connexion, tantôt ça part. La connexion n'est pas stable. Je suis analyste programmeur, je programme des sites web, des virus, des logiciels de toutes sortes. Donc quand j'aurai besoin de faire ça, il me faut une bonne connexion. Vu que les smartphones ne pourront pas supporter les applications dont nous aurions besoin pour accomplir les tâches données. La fermeture des cybercafés et leur baisse de fréquentation ne sont pas seulement dues à l'avènement des smartphones et la mauvaise qualité de la connexion Internet. Certaines personnes ont simplement fui les cyberespaces par peur d'être confondues aux cybercriminels. Les dirigeants de la CEDEAO et de l'Union africaine sont au Libéria pour garantir la médiation entre les dirigeants des principaux partis politiques afin de s'assurer que le second tour des élections aura lieu. La Cour suprême du Libéria a convoqué la Commission électorale nationale pour une audience jeudi après avoir été saisie par 3 partis contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre.
À Williamstown, petite ville du bassin industriel de Virginie-Occidentale, le chômage est en baisse. L'union des camions japonais locaux de camions s'agrandissent et l'optimisme est de retour. Une embellie amorcée bien avant Trump, mais que les habitants lui attribuent volontiers. Reportage. Cette usine d'assemblage automobile fait la fierté de Williamstown en Virginie-Occidentale. Inno Motors, une filiale de Toyota, emploie 300 personnes. L'entreprise doit bientôt agrandir ses installations et en embaucher 250 de plus. Inno Motors est en constante croissance depuis 10 ans. Pourtant, de nombreux habitants n'hésitent pas à attribuer cette prospérité économique à Donald Trump. Il a fait beaucoup de choses pour aider l'économie. Nous sommes bien mieux lotis qu'avant les élections. 70% du comté a voté pour Donald Trump l'an dernier. Et selon les sondages, l'engouement n'a pas baissé. Pour la maire de la ville, comme pour beaucoup de ses administrés, cette stabilité s'explique davantage par la confiance retrouvée depuis que Donald Trump est au pouvoir que par une action précise du président. Si vous regardez votre compte retraite, peu importe ce que vous pensez du président Trump, votre compte est en hausse et il a augmenté, et que ce soit grâce à lui ou non, les gens devraient être plus heureux, et je pense qu'ils le sont. Ce syndicaliste dans le bâtiment, en revanche, n'hésite pas à attribuer la popularité de Donald Trump aux années Obama. L'économie allait dans la bonne direction avant les élections. Il en récolte peut-être les bénéfices. Pour de nombreux partisans de Donald Trump, si certaines politiques mises sur la table par le président bloquent, c'est davantage la faute des médias et d'un congrès déloyal. Nous allons dans la bonne direction, c'est mieux que l'alternative. Il y a des choses qu'il ne fera pas parce que les gens ne le laisseront pas faire. C'est en partie de sa faute, mais en même temps, il n'y aura jamais personne qui mettra tout le monde d'accord. Un an après l'élection présidentielle, à Williamstown, de nombreux électeurs ont déjà promis qu'ils voteront Donald Trump en 2020. C'est ici que se referme cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Toute l'équipe de réalisation et de production vous souhaite bonne suite de nos programmes sur Eden TV.